Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingués collègues, tout d'abord, nous avons été très flattés côté allemand de l'invitation que vous nous avez adressée. Ce que nous avons ici à présenter se situe également dans le cadre des activités scientifiques du service de santé des armées de la Bundeswehr, dont j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui. Donc, sur le fond d'écran, vous avez une image de notre hôpital, de l'hôpital central militaire de la Bundeswehr à Koblenz, où j'exerce également comme urologue. Le professeur Schmelz, qui est mon supérieur hiérarchique, m'a prié de l'excuser parce que pour des impératifs de service, il ne pouvait pas faire le déplacement sur Paris aujourd'hui. Le thème de ma communication aujourd'hui porte sur le projet du centre ESPER du groupe d'études allemand sur le cancer du testicule. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, que ce soit le service de santé des armées ou les CHU, nous essayons de travailler toujours en étroite collaboration, compte tenu de l'impact que cela apporte sur la qualité ou l'amélioration de la qualité des soins de notre population. Alors, quels sont en fait les objectifs que nous escomptons à travers la présentation de ce projet? Eh bien, nous voulons tout d'abord décrire le fonctionnement du système de réseau national que nous avons mis sur pied. Quant à cette tumeur très spécifique, qui est la tumeur du testicule, que nous allons encore un peu plus spécifier davantage, nous voulons aussi présenter l'état actuel du traitement du cancer du testicule chez les médecins du premier avis, c'est-à-dire tous ceux qui se retrouvent en première ligne avec leurs patients dans leur service ou leur cabinet. Et enfin, nous voulons présenter l'impact de ce système du second avis ou du centre ESPER quant à la mise de l'application des lignes directrices, notamment se référant sur les différentes thérapies. Eh bien, pour tous nos amis non-urologues, peut-être un petit rafraîchissement pour savoir d'abord de quoi on parle. Les types de tumeurs germinales dont il est question ici, du testicule, ce sont les tumeurs germinales qui forment environ 90 à 95% des tumeurs du testicule. Et notamment pour une différenciation, nous avons des tumeurs séminomateuses qui font dans l'ordre de 30 à 40%, et des tumeurs non séminomateuses qui font le gros 60 à 70%. Et compte tenu de l'impact que nous avons quant à la thérapie et les suites de ces thérapies que nous administrons, nous avons les différents stades cliniques, notamment le stade 1, 2 et 3. Alors, pourquoi est-ce que ce projet a été mis en fait sur pied? Notamment, il y a une problématique qui avait été très tôt après la chute du mur de Berlin, qui avait été constatée, à savoir lorsqu'on a commencé à faire des études comparatives épidémiologiques entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, on s'était très vite rendu compte que par rapport au cancer du testicule, qu'il y avait en termes de mortalité, des différences qui se faisaient, et il était donc question d'en savoir davantage. Et les premiers résultats de ces observations ont montré qu'il y avait entre les deux parties de l'ex-Allemagne, enfin de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, une différence quant à la mise en pratique des lignes directrices qui régissent les différentes thérapies de ce type de tumeur. Et nous avons remarqué que les lignes directrices également font sujet à de nombreuses régulières actualisations qui, pour beaucoup de praticiens, n'est pas souvent dans le cas échéant, rapidement à suivre.
Et l'implémentation adéquate de ces lignes directrices dans le quotidien fait également problème. Bon, et l'hypothèse que nous avons émise, je m'excuse aussi de la langue, parce que de toute façon, j'ai essayé tant bien que mal de traduire du mieux que je pouvais de l'allemand au français. Et bien l'hypothèse, à la fin, c'était au travers des résultats épidémiologiques que nous avons eu à trouver après plusieurs années d'observation, c'était que les malades faisaient sujet à un surtraitement et que le surtraitement était beaucoup plus fréquent que les thérapies minorées. Alors, dans le cas pratique, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, alors, depuis 2006, nous nous sommes mis en commun accord avec les différents CHU se retrouvant sur l'ensemble du territoire fédéral. Notre hôpital se trouvant en Rhénanie-Palatinat, c'est l'hôpital central militaire de la République fédérale d'Allemagne, notamment se retrouve parmi l'un de ces centres, et c'est pour cela que mon chef, le professeur Schmelz, qui malheureusement n'est pas ici des nôtres, et qui s'est aussi fait un nom dans les recherches du côté de l'Outre-Rhin, eh bien, de façon très systématique, on a réussi donc à placer ces centres dans les différents États, parce que l'Allemagne compte 16 États fédérés, avec comme pour résultat, pour la mise en pratique de notre projet, nous avons donc 3 branches qui forment en fait la base qui amène aux résultats que je vais vous présenter. Nous avons dans l'urologue référent. Le premier, c'est celui qui est en première ligne, qui voit le malade. Eh bien, après que la thérapie initiale ait été pratiquée dans l'ablation testiculaire, il présente donc le malade au centre à travers une plateforme Internet. Donc, il y a une page Internet du centre ESPER, www.zm c'est Zeitmeinung en allemand, qui veut dire second avis, Hodentumor, la tumeur du testicule.de pour Deutschland. Donc, et là, il a déjà le choix entre 15 traitements liés, bien sûr, au type de cancer et du stade qu'il peut choisir. Et il envoie son avis au centre ESPER qui lui renvoie dans un délai de quelques jours une proposition de 3 thérapies possibles. Et bien sûr, si jamais le cas est assez complexe avec d'autres maladies qui entrent en compte ou l'historique du malade, eh bien, il y a une sorte de petite discussion entre les deux, entre le centre ESPER et le praticien qui se trouve en périphérie, pour donc trouver l'avis qu'il faut. Et nous avons aussi dans ce compact le centre de traitement de données qui récupère tous les avis des deux groupes, en fait, de l'ESPER, du centre ESPER ou bien du praticien exerçant en périphérie. 3 mois après que le traitement a été fait et après un follow-up, dont un suivi de 2 ans, il récupère aussi ces données afin de pouvoir établir tout ce que nous avons comme étude épidémiologique. Alors, de façon schématique, cela se présente ainsi comme suit. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, le praticien qui a le malade en premier et qui soumet sa thérapie au centre ESPER. Le centre ESPER qui renvoie son avis au docteur à l'extérieur, qui n'est pas obligé de suivre cet avis. Ce médecin renvoie son avis au centre de données. Le centre de données qui entre à nouveau en contact avec les questionnaires. Quant au suivi, il y a des questions bien précises qu'on pose pour savoir exactement ce qu'il a eu à faire, afin de pouvoir évaluer ce qu'il est en fait quant à la thérapie.
Et le second avis, évidemment, qui entre directement aussi en contact avec le centre de données en présentant son avis et celui du collègue en périphérie. Alors, le projet, puisqu'il s'agit encore d'un projet, il est né en 2006. Et les données que je vous présente se rapportent à 5 ans, donc de novembre 2006 en octobre 2011. Nous avons 1523 patients qui ont été présentés à ces différents centres experts à travers toute l'Allemagne et présentés par 572 urologues. Alors, pour une meilleure évaluation des résultats, on a essayé d'être un peu assez sélectif. Nous n'avons pris que 927 patients, tout simplement parce que sur les 572 urologues du premier avis, il se trouvait qu'il y avait certains qui exerçaient aussi dans les centres experts. On était obligé donc d'éliminer ces patients pour éviter qu'il y ait interférence. Le taux de réponse, donc ces échanges entre centres experts et premier avis, second avis, étaient assez bons quand même, donc de l'ordre de 75% en moyenne. Donc, les caractéristiques de nos patients, alors c'était qui? Eh bien, nous avons, selon le type de cancer, une tumeur séminomateuse qui était de l'ordre de 45% et non séminomateux de l'ordre d'environ 50%, donc pratiquement égal. Et le stade clinique, voilà, on trouvait très rapidement aussi au travers du fait que les gens sont beaucoup plus avisés, déjà au stade primaire de la maladie, dont pratiquement 58% des malades se trouvaient à ce stade-là. Bon, alors, il était donc maintenant question d'évaluer et de voir s'il y avait des similitudes quant aux avis, et aussi de voir s'il y avait des divergences. Justement, ce qui nous a paru très important, ou très inquiétant dans le sens, c'est que entre le premier et le second avis, il y avait des divergences de l'ordre de 43%, ce qui est extrêmement énorme. Et ce qui nous a aussi marqué, c'est que le pourcentage des recommandations divergentes augmente avec les stades cliniques. Donc, plus la maladie est un stade avancé, plus la divergence se fait grande. Et le deuxième résultat qui nous a aussi quelque peu intéressé, c'était de voir s'il y avait des différences quant aux deux types de tumeurs germinales. Non, c'était pratiquement, pour nous, pratiquement la même chose. Le séminome 38% et non séminome 43%. En termes de divergence entre les deux avis. Alors, le professeur Schrader, c'est le président du projet, c'est le directeur de la clinique d'urologie du CHU de l'université de Ulm. Alors, il a publié cette année dans le journal de référence de l'urologue allemand, des urologues, et à travers plein d'études, parce que c'est sa passion, le cancer du testicule. Alors il s'est dit, bon, écoutez, il faut qu'on comprenne un peu ça de plus près. Alors, le surtraitement ou un traitement minoré, pourquoi est-ce qu'il y a ce clivage entre le premier et le second avis? Est-ce que cela n'incombe ou n'impute qu'à l'urologue référent ou pas? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que, et ça c'est en fait le message central que nous avons, parce que je suis presque à mon terme, c'est que on a remarqué que 31,3%, dans 31,3% de cas, ce traitement a été administré par l'urologue exerçant en primaire, c'est-à-dire en périphérie, et qu'une thérapie minorée s'est faite dans environ 15% des cas.
53% des cas, on ne pouvait pas encore exactement dire dans quelle catégorie ou placer le résultat. Donc, ce qu'on a retenu en fin de compte, c'est que les thérapies proposées par le Centre Esper sont malheureusement seulement appliquées dans l'ordre de 76%. Et ce que nous savons également, c'est qu'il y a eu d'autres études comparatives qui ont été faites en Allemagne, c'est que les centres Esper ont toujours émis des avis qui allaient toujours en droite ligne des lignes directrices, issues notamment du Conseil de consensus européen sur le cancer du testicule. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que l'implémentation des lignes directrices pour le traitement du cancer des testicules est encore inadéquate. Plusieurs efforts doivent être fournis pour leur implémentation au niveau primaire. Ce projet pourrait faire école pour tout autre type de cancer. C'est en fait ce que nous avons gagné. Actuellement, aujourd'hui, lorsque je suis allé sur la page, j'étais un peu curieux de savoir combien de cas ont été présentés aujourd'hui. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, 2161 malades. Donc, en fait, les études continuent parce qu'on essaie de vouloir optimiser les résultats. Mais ce que nous voulons, en fait, faire passer comme message, c'est que le risque d'un surtraitement a ses conséquences dans le long terme. Parce qu'actuellement, nous avons constaté qu'après 30 ans d'introduction des protocoles de chimiothérapie, nous avons des malades qui souffrent soit de maladies cardiovasculaires ou alors de cancers issus de ces sous-traitements, notamment du foie ou du pancréas. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur Houllegatte va commenter cette présentation. Merci. Si vous voulez prendre le micro. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alain Houllegatte, urologue, Paris-Val-de-Grâce. Je vous remercie de l'autorisation que vous me donnez de parler devant votre noble assemblée. Je vais d'abord féliciter pour cette présentation qui correspond à cette notion de centre expert que nous n'utilisons pas malheureusement pour l'instant en France. On le devrait dans le cadre du plan cancer. Si vous me le permettez, je ferai quelques remarques et si vous m'y autorisez, je poserai simplement une question. J'ai fait partie des premiers membres du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie en 1992, comité créé à l'initiative du professeur Abou et du professeur Lobel ici présents. J'étais ensuite responsable du sous-comité organes génitaux externes et à ce titre, j'ai participé aux premières recommandations. J'ai laissé la main après aux plus jeunes. Les recommandations ont évolué, donc nous faisons nos recommandations françaises parallèlement à celles qui sont les recommandations européennes et celles de nos confrères allemands. Jamais nous n'avons réussi à obtenir la même chose, c'est-à-dire la création de ces centres experts en France. Or, le constat est édifiant. Je ferai simplement allusion à trois communications sur les années récentes. 2010, le professeur Nicolas Mottet, qui m'a succédé comme responsable de ce comité cancérologie pour les organes génitaux externes, a pu constater que les recommandations n'étaient pas suivies. C'est une enquête faite à partir des registres des centres. Elles n'étaient pas suivies pour les séminomes dans 44% des cas et pour les non-séminateux, les tumeurs germinales séminateux dans 28% des cas. Donc effectivement, c'est une tumeur rare pour laquelle les recommandations ne sont pas toujours suivies. On arrive à peu près au même chiffre que chez vous. Deuxième communication faite par l'Association française d'urologie, c'est une enquête faite auprès des urologues et des oncologues et des anatomopathologistes. Eh bien, on s'aperçoit qu'en France, 7% des urologues ne voient que 5 tumeurs au maximum du testicule par an. Pardon, que 7% voient plus de 10 tumeurs du testicule par an. En revanche, 57% en voient moins de 5. Il est évident que dans ce contexte-là, la connaissance des recommandations ne correspond pas à la réalité. Alors je vous rassure, il n'y a pas que les urologues, les oncologues sont également dans la même situation. Une communication faite cette année à l'ASCO par le docteur Thibault, l'ancien de la Pitié, a bien montré qu'une enquête faite à l'IGR sur des patients traités en chimiothérapie en deuxième ligne, sur 78 patients, 51 avaient reçu un traitement non conforme en première ligne de chimiothérapie. Il y a donc très nettement un travail important à faire et je pense que là, on peut féliciter nos camarades allemands. Les Anglais ont pris la même initiative, les Portugais également,
Pour les Anglais, c'est même plus draconien que chez vous, puisque un urologue qui traite moins de 5 patients par an, 57% chez nous, n'a pas le droit de prendre en charge la partie oncologique de ce traitement et même la partie chirurgicale des masses résiduelles. Pour les Portugais, je reviens sur vos chiffres, 5% de sous-traitement, 33% de surtraitement, et c'est toute là des difficultés. Surtraitement égale les complications inhérentes à ces surtraitements. J'espère qu'on arrivera à la même chose chez nous. Je voudrais, si vous me le permettez, juste poser une petite question. Lorsque, finalement, sur des évolutions des données de la littérature, il y a des changements dans les possibles recommandations, je fais allusion par exemple aux critères de Ward pour les séminomes, est-ce que vous les appliquez d'emblée avant que les recommandations soient faites? C'est probablement plus facile pour vous parce que votre maître fait partie effectivement de ces recommandations. Est-ce que vous les appliquez ou est-ce que vous attendez que les recommandations soient sorties? Cette question est très pertinente. Notamment, nous avons la chance d'avoir le professeur Schmelz parmi nous. Et en général, on essaie d'appliquer au moindre changement les recommandations, de s'arrimer immédiatement au changement pour atteindre toujours le meilleur résultat. Notamment lorsqu'on voit l'âge de nos sujets, de nos jeunes malades. Il est donc pour nous impératif de toujours rechercher ce qui a en termes de qualité le meilleur pour ces malades, même si ces recommandations ne sont pas encore publiquement accessibles. Je vais vous donner la parole. Ce que je remarque quand même, c'est que ça va tout à fait dans le vent de l'histoire, la centralisation de la chirurgie. Là, en fait, c'est la centralisation d'un avis, puisque finalement, c'est quand même le premier qui fait le traitement. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans d'autres traitements. Par exemple, je pense à l'œsophage, où récemment, j'étais dans un type de comparaison des expériences dans toute l'Europe, et on s'aperçoit que c'est en France qu'on suit moins bien les recommandations par rapport aux autres pays, et qu'en Allemagne, on les suit très bien. Parce que quand même, 76,9% de thérapie correctement sur vie, c'est pas mal tout de même. Donc je donne la parole au vice-président François Richard. Merci. Alors, je voulais féliciter les orateurs. Poser une question. En Allemagne, le principe de l'autopalpation des testicules a été quelque chose qui a été fait dans le cadre du dépistage. Je voulais savoir des tumeurs du testicule, si c'était quelque chose qui avait toujours lieu ou pas. Et la deuxième chose, c'était à propos du non-suivi des recommandations. Il faut savoir qu'il y a un autre élément, et Alain Houlligat a parfaitement résumé le problème, mais il y a aussi une difficulté, parce qu'on sait, par exemple, que dans les tumeurs non séminomateuses de stade 1, les attitudes thérapeutiques, on sait qu'il y en a deux, ou surveillance, ou traitement chimiothérapeutique d'emblée, et qui ne sont pas tranchées. Alors après, qui décide que l'un est un surtraitement et pas l'autre? Ça explique aussi la difficulté quand soit sociétés savantes, soit les avis d'experts font qu'il n'y a pas un seul traitement possible, mais qu'il y en a deux, on augmente obligatoirement. Alors, par rapport à la première question, au niveau de l'autopalpation, en fait, en Allemagne, on avait la chance qu'il y avait le service militaire, et notamment lors des examens médicaux, de façon systématique, tous les jeunes recrues passaient chez un urologue. Et notamment, la plupart de ces cancers ont été dépistés lors de ces grandes campagnes. De plus en plus, on a ces difficultés. Et le fait de s'autopalper n'est pas encore assez imprégné quand même chez les jeunes, parce que nous avons dernièrement eu un cas, c'était un monsieur de la fin de trentaine, je crois un manager, mais là c'était pas pur hasard en fait. Et on risque de se retrouver justement dans cette situation où on aura des malades qui viendront à des stades cliniques très avancés. Donc nous sommes actuellement dans la situation où le service militaire a été supprimé seulement il y a 2 ou 3 années. C'est vrai qu'il y a encore le service facultatif qui amène encore plein de jeunes vers nous, mais ça sera un problème dans le futur. Oui. Incontestablement, ce système qu'on vient de nous montrer est applicable, et en particulier pour toutes les tumeurs rares où les décisions sont assez difficiles à prendre. Un avantage supplémentaire, c'est que le fait que ce soit juste un avis ne donne pas le sentiment que le centre expert veuille prendre les patients,
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ça forme une banque de données fabuleuse qui permet sur ces tumeurs rares de faire évoluer la réflexion et probablement la thérapeutique.